Première émission au cœur des Grands Lacs. Bonjour, Tchabou Martine Kamanchi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une personnalité congolaise qui est très active pour toute la situation actuelle au Congo. Il est chercheur indépendant, monsieur Mulenda Zangela José, né au Congo en 1959, chercheur indépendant, licencié en droit à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, en France, formation judiciaire au Zaïre en 1982, officier de justice en RDC, plusieurs formations aussi aux États-Unis, au Caire et en Égypte. En Égypte, parce qu'au Caire, c'est quand les États-Unis, tu n'as pas quand les États-Unis et... Monsieur Mulenda, bonjour. Bonjour Martine. Alors on va parler un peu aujourd'hui de la région des Grands Lacs. Et j'aimerais que vous nous dites qu'est-ce que la région des Grands Lacs. Bonjour Martine, une fois de plus, merci de venir vous entretenir avec nous au sujet de la région des Grands Lacs. Oui, la région des Grands Lacs, à ce jour, c'est un sujet d'actualité. On en parle un peu presque partout. Mais avant de vous dire, de vous situer la région des Grands Lacs, qui est déjà une grande région, c'est un peu difficile, on ne peut pas parler du tout à la fois. Je vais commencer par une petite présentation. Oui. Alors, la région des Grands Lacs, et ici, lorsqu'on parle des Grands Lacs, il y en a au Canada, il y a également des Grands Lacs. Il y a aussi une région des Grands Lacs là. Mais ici, nous parlons de la région des Grands Lacs africains. Alors, cette région se trouve, où elle est située, je vais dire, à l'est du continent africain. C'est une région qui regroupe beaucoup de pays. Et nous parlons notamment des Grands Lacs qui s'y trouvent. Les lacs Malawi, les lacs Tanganyika, les lacs Kivu, les lacs Édouard, les lacs Albert et les lacs Victoria. Il s'agit donc des grands lacs qui sont logés dans une faille qu'on appelle Rift. C'est ce qu'on appelle la région du Rift ou la vallée du Rift. Donc c'est que ces grands lacs sont situés dans ces rifts. Alors c'est les rifts ou la grande vallée, elle commence même à partir de la Jordanie et traverse l'Afrique du Nord vers le sud à partir de l'Est. Alors, la région des Grands Lacs, quand on parle de cette région, quelques faits historiques pour comprendre que c'est une région très importante. Il y a un journaliste anglais, John Keegan, qui parlait de la région ou le coin le plus romantique de l'Afrique où le potentiel productif est plus grand. Alors cette région est effectivement disons, d'actualité depuis le 19e siècle. D'accord. Depuis le 19e siècle, pourquoi? Parce que nous connaissons tous, on a entendu parler de l'explorateur David Livingstone, Henry Morton Stanley. Donc, il y a une phrase célèbre du 19e siècle, c'est Henry Morton qui va prononcer ça lorsqu'il va rencontrer le docteur, pasteur et missionnaire David Livingstone à Ujiji. Donc lorsqu'il va le retrouver, il va dire docteur Livingstone, I presume. Donc c'était au 19e siècle une phrase célèbre où un missionnaire qui n'était pas vu anglais pendant beaucoup d'années a été découvert par donc Henry Morton. Pourquoi? Parce que
l'Angleterre, à l'époque, à travers David Livingstone et d'autres explorateurs, devait chercher la source du Nil. C'est pourquoi David Livingstone, dans ses recherches, va se retrouver là-bas. Donc, la région des Grands Lacs, pour ainsi dire, c'est une région très importante. Elle recouvre 3 bassins hydrographiques les plus importants. Vous avez le bassin du Nil, donc le bassin du fleuve Nil. C'est le lac Victoria, les lacs Albert et les lacs Édouard qui constituent le bassin du fleuve Nil. Vous avez le bassin du Congo, qui est constitué donc du fleuve Congo, qui est constitué par les lacs Kivu et les lacs Tanganyika. D'accord. Et vous avez également un troisième bassin, c'est le bassin, disons, du fleuve Zambèze, qui est celui du lac Malawi. Donc, vous voyez que c'est une région déjà importante, une région stratégique, parce qu'en dehors de ces lacs, des grands lacs, je vais vous donner une idée, le lac Tanganyika, à lui seul, il est long de près de 700 km. Un lac de 700 km, vous voyez ce que ça représente. Les lacs Malawi, c'est presque 500 km. Donc, 600 même, parce que c'est 580. Alors, vous allez prendre les lacs Victoria en superficie, c'est 82 000 km². Donc, il s'agit là de la région des Grands Lacs qui regorge des richesses importantes, et minières, des richesses agricoles également, parce que nous avons un sol qui est très riche et très fertile, sous-sol. À partir de la République démocratique du Congo, on parle même des scandales géologiques. Donc, c'est une région stratégique, et même la forêt équatoriale. Donc, le 3/4 de la forêt équatoriale en Afrique se retrouve dans cette zone de la région des Grands Lacs. Oui, oui. Vous êtes aussi en tête d'une comité de soutien, de plaidoyer en faveur de cette région. Et vous pouvez nous expliquer un peu les motivations de cette comité? Alors, nous avons un comité dit comité de soutien et de plaidoyer en faveur de la région des Grands Lacs ou pour la région des Grands Lacs. Alors, pourquoi ces comités? Parce que nous estimons que cette région subit des injustices depuis beaucoup de temps et nous sommes en train de plaider en faveur de cette région pour ces causes-là que nous pouvons citer. C'est-à-dire que la découverte et puis les explorations faites, l'exploitation, la colonisation dans cette région d'Afrique et dans d'autres pays a causé pas mal de problèmes. Mais nous estimons que les problèmes causés à cette région jusqu'à ces jours, d'abord, d'ailleurs l'instabilité, vous voyez ça, ces problèmes, les génocides même, tout ça, c'est un peu, ça passe inaperçu. Et nous voulons porter la lumière, porter ça au grand public, faire découvrir aux Africains, au monde noir, pour qu'ils comprennent exactement les enjeux. À tout le monde, aux Occidentaux eux-mêmes, rappeler cette histoire qui passe dans les oubliettes. Donc voilà, c'est un peu ça. Pourquoi? C'est parce que le premier point que nous soulevons, c'est notamment l'Holocauste oublié. D'accord. On parle de l'Holocauste oublié, pourquoi? Parce que après cette rencontre historique de David Livingstone avec Henry Morton, donc on appelle Stanley, communément connu Stanley, le roi des Belges a eu par exemple
les Congos, hein. Il a créé l'association socio-internationale du Congo, et puis il a eu l'État indépendant du Congo comme sa propriété privée. Alors pendant cette période, la gestion des CPI, de cette propriété du roi des Belges a été calamiteuse parce que le roi Léopold II a exterminé la population des CPI, les différentes populations, et on estime à 10 millions des indigènes congolais tués en ces moments-là. Donc, ces massacres, aujourd'hui, ne sont pas revendiqués parce que ne répondent pas, paraît-il, oui, exactement, à la définition du génocide aujourd'hui. Mais faudra-t-il oublier des massacres aussi à cette échelle-là du Congo très important d'êtres humains parce que ça ne répond pas à la définition du génocide. Donc, nous parlons de l'Holocauste oublié. Nous parlons également des ravages de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale dans cette région-là, parce qu'il ne faudra pas oublier que la guerre mondiale, disons, je ne parle pas du Congo, mais dans la région des Grands Lacs, a eu un point focal dans cette région sur le Tanganyika, où il y a eu d'intenses combats. C'est-à-dire que pour la Première Guerre mondiale, c'était difficile d'écarter les Allemands dans cette région. Il y avait un général qui était réputé, hein, c'est Paul von Lettow, qui était célèbre et qui était avec 3000 personnes. Il était difficile à la coalition anglaise, à la coalition belge et tous les autres pour mettre un terme à ces messieurs-là qui finalement va se réfugier au Mozambique. Donc il y a eu des effets dévastateurs de la Première Guerre mondiale dans cette région-là et on n'en parle pas. Donc, dans notre plaidoyer, nous parlons de ça et nous parlons également de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, l'effort de guerre du Congo a été considérable et c'est avec les minéraux du Congo, hein, qu'on va terminer la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand on termine cette Deuxième Guerre mondiale, le gouverneur général du Congo, M. Pierre Ryckmans, qui a dirigé brillamment cette colonie qui n'a pas cédé, hein, disons, auprès des Allemands, et disons, il a tenu les Congo, la colonie en vie en ce moment-là, très fort dans ses mains au profit des Alliés. Lorsque la guerre va se terminer, Ryckmans va demander à la Belgique et aux Alliés d'aider les Congo. Mais ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Donc il y a défaut pour nous d'effet collatéral, c'est-à-dire que l'Europe qui a été construite après la Deuxième Guerre mondiale par le plan Marshall, les pays de la région, notamment les Congo, qui avaient fourni un effort de guerre considérable, devraient aussi en bénéficier, comme Paul Ryckmans l'avait demandé. C'est vrai, il y a eu quelques effets, hein, disons le plan décennal, des petites choses, mais qui ne sont pas vraiment à la hauteur de ce que le Congo a donné aux Alliés en termes d'efforts de guerre. Alors, en dehors de ça, il y a également autre chose que nous soulevons, des plus importants, c'est-à-dire que la pandémie aujourd'hui du sida, il y a quelques chercheurs, des scientifiques, qui estiment que l'origine du sida serait dans cette région-là. Pourquoi? Ou partirait de la région des Grands Lacs. C'est que de 1957 à 1960, plus d'1 million d'Africains, du Congo,
du Burundi et du Rwanda étaient vaccinés à titre expérimental par un vaccin de docteur Koprowski, Hilary Koprowski, avec un vaccin fabriqué à base d'organes de chimpanzés. Et ce vaccin n'était pas autorisé par l'OMS. L'OMS a condamné. D'accord. Et aujourd'hui, dans les échantillons retrouvés en Belgique, il y a un échantillon qui était porteur du virus du sida. Mais alors, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le monde scientifique veut bien taire cette nouvelle. Donc dans tout ça, nous sommes en train de faire un plaidoyer en faveur de cette région qui est instable jusqu'à ce jour. Donc à ce jour, la situation du génocide, la situation à l'Est, où vous attendez toujours les M23, les ceci, les cela, les Congos déstabilisés. Il y a plus de 5 millions de morts depuis cette instabilité. Il y a plus de 6 millions de déplacés dans la région. Donc c'est un problème majeur, c'est un problème important qui fait parler aujourd'hui de la région des Grands Lacs, dont j'ai dit, qui en termes de géopolitique aujourd'hui comprend l'Ouganda large. C'est une région qui comprend les Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Malawi, la Zambie et le Mozambique. Voilà un peu grosso modo la situation qui fait l'objet du comité que je dirige. Voilà, les comités de soutien et de plaidoyer en faveur de cette région. Parlez-nous un peu de la loi Maréchal, parce que beaucoup de spectateurs ne connaissent pas un peu le plan Maréchal. Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi elle est attribuée ou pas? C'est-à-dire qu'en 1947, Maréchal, Catlett Marshall, un Américain, général et aussi homme politique aux États-Unis d'Amérique, avait voté ce plan de redressement de l'Europe, parce que l'Europe était dévastée par la guerre. Alors, c'est ce plan que nous sommes en train de solliciter pour la région des Grands Lacs. Au sortir, maintenant, nous sommes sûrs de la guerre parce que il y a déjà des jalons, il y a des fondamentaux qui sont en train d'être posés pour qu'il y ait la paix. Nous sollicitons pour qu'il y ait la paix, le développement de ce coin, qu'il y ait effectivement un plan qui permet le développement de ces coins, donc un plan du genre plan Marshall que nous sollicitons. Donc le plan Marshall a consisté à quoi? C'est-à-dire que les fonds donnés aux pays européens pour se reconstruire étaient presque, disons, à 85% gratuits. D'accord. Et 15% des remboursements à long terme. Donc c'était, disons, un plan de redressement généreux qui a permis à l'Europe aujourd'hui d'être l'Europe. Voilà, c'est ce que nous voulons aux pays africains, aux pays de la région qui souffrent tant depuis le 19e siècle à cause des visées occidentales, à la libération voilà, qui ont participé à la libération de l'Europe. Les hommes ont combattu, ils étaient partout pour combattre dans des pays différents et disons les richesses ont participé également. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous demandons. Voilà. Une demande légitime. Voilà, une demande légitime. Nous sommes en train de nous battre pour cela d'ailleurs. D'accord. Et depuis combien ça fait combien de temps en fait que vous avez démarré ce projet avec la comité exactement? Alors merci. Disons que dans mon premier livre que j'ai publié en 2010, je parle déjà de ces programmes, cette idée est lancée. Si vous devez remarquer à la page 176, oui, je parle de l'intégration, disons, on va montrer le livre. Voilà,
l'intégration comme une idée Qu'on trouve à la force, FNAC. hein, l'intégration de la région des Grands Lacs, l'intégration économique comme une idée force. Je parle déjà de ces idées, de ces projets dans ces livres. Et ici, en tant que comité structuré comme tel qui lance des projets, c'est l'année dernière, au mois de novembre, que nous nous sommes réunis pour nous constituer en comité, donc une association loi 1901. Donc voilà, et là, nous sommes presque à notre première année déjà d'existence en tant que comité, voilà, très actif, structuré, organisé. Voilà. Très actif. Tout à fait. Nous essayons, et puis je viens de Paris, où au nom de ces comités, je viens d'assister au forum mondial Convergence, forum mondial Convergence qui a eu lieu le 17, 18 et 19 septembre dernier à Paris, avec beaucoup d'organismes, puis des associations de société civile, des entrepreneurs. Et donc c'était aussi avec les gouvernements des différents pays qui ont accepté de travailler dans le cadre des formes de convergence. Donc c'était la 6e édition de ces forums, mais disons notre comité y assistait pour la première fois. D'accord. Et au niveau du pays, au gouvernement, vous avez... Qu'est-ce qu'ils en pensent en fait de ce projet? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que... Bon, nous avons fait connaître notre projet, notre démarche auprès, nous les faisons d'ailleurs à ces jours parce que nous sommes une jeune association. Ben, nous avons saisi beaucoup des gouvernements, les gouvernements de la région, par l'entremise des ambassades. Nous avons écrit à l'ambassade du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, et à l'ambassade, disons, République démocratique du Congo. Nous avons envoyé des dossiers. Nous sommes également en contact avec quelques ministères, quelques autorités pour, disons, parler de ces projets. Alors, au niveau extérieur, nous essayons également, parce que nous avons écrit, contacté les gouvernements belges, les gouvernements français, la francophonie, pas mal d'institutions qui sont au courant du projet, avec lesquels nous voulons, disons, avancer, porter les premiers pas. Et puis là, c'était au Forum des Convergences. Nous avons eu des relations, nous avons des cartes, des visites, tout ça. Nous essayons, donc on se bat, et c'est un projet ambitieux que nous avons à l'issue de ces plaidoyers, parce que nous dénonçons ce qui a été fait, les injustices commises dans cette région, et au-delà de cela, nous avons aussi des projets. Nous avons des projets que nous soumettons à la communauté, ou disons, aux gouvernements nationaux et aussi à la communauté internationale. Parce que le but, c'est la paix. Le but, c'est la paix. Le but, c'est la paix. Le projet que nous avons, c'est un projet global de paix. C'est-à-dire que lorsque nous sollicitons le plan Maréchal, c'est que nous avons un projet. Les projets, c'est lesquels? On a initié pas mal de projets, il y en a, pour mettre ces gens ensemble, par exemple, le Rwanda et le Congo, on dit. Mais les points focaux, les points, disons, le plus important, où la réalité, c'est que le Rwanda est un pays enclavé, et le Burundi, l'Ouganda également. Le Rwanda, c'est un pays, disons, où la densité par habitant à l'intérieur du pays est trop élevée, parce que le pays est petit. Et nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait la paix, c'est que les gens vivent ensemble, en harmonie. Et nous n'avons pas trouvé jusque-là un projet du genre. Alors nous proposons de mettre,
disons, à profit ces lacs. Allez, c'est quoi? Nous proposons l'ouverture de ces lacs, relier les lacs Albert du lac Édouard, les lacs Édouard du lac Kivu, les lacs Kivu du lac Tanganyika, ainsi de suite, pour déboucher sur l'océan Indien. Nous allons ouvrir dans ces contextes un couloir navigable de plus de 10 000 km. Et nous pouvons permettre, avec ces projets, au Rwanda, au Burundi, d'avoir une flotte maritime, d'avoir un accès à l'océan, un accès à la mer. Alors, un tel projet qui est réalisable va permettre le développement de ce coin. Va permettre, on va bâtir des ports, on va construire des ponts pour aller de l'autre côté. Et sur le plan sécuritaire, les frontières dont on parle sont des frontières difficiles, poreuses et malheureusement. Donc, nous aurons une frontière physique distincte à partir de ces canaux. Et ça sera plus facile de part et d'autre de surveiller la frontière. Donc, ça va imposer à la fois la sécurité, le respect chacun de son territoire et aussi mettre les populations ensemble. Voilà. Parce qu'il faut des politiques, il faudra des politiques communes pour, disons, les déplacements, les transports, des biens, des matériels, ainsi de suite. Tout ça, ça va permettre vraiment le développement du coin. D'accord. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que beaucoup de jeunes de ma génération ou de la diaspora, c'est pourquoi vous allez demander aux Belges, justement, de vous aider dans de tels projets et non pas à la communauté africaine? Alors, disons que le monde d'aujourd'hui a beaucoup évolué. Oui. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos. C'est pratiquement difficile. Et avec les effets de la mondialisation au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous complémentaires. Alors, cette démarche, nous sommes ouverts et aux pays africains eux-mêmes, dont le barrage sera un outil, un levier important des activités commerciales, économiques, qui va créer des emplois en Afrique et en Occident. Donc nous sommes ouverts parce que nous ne pouvons pas non pas reconnaître que l'Europe a la technologie, a aussi des moyens. Il y a des choses que l'Europe utilise déjà, fait recours, parce que la canalisation des eaux, vous allez en Belgique, vous allez aux Pays-Bas, et même ici en France, il y a des canaux, pour des marchandises. Donc il y a des canaux qui relient, même à Grand Cabaret, nous avons par exemple les canaux de Panama, les canaux des Suez, des exemples du genre, où le monde profite. Voilà, donc c'est de cette façon que nous sommes en train de concevoir les canaux frontaliers du rift africain navigable, à l'image des canaux de Panama, à l'image du canal de Suez, pour développer ces régions. Donc si effectivement on aime l'Afrique, au lieu d'aller simplement piller ces richesses, voir des gens mourir, parce que nous sommes à 6 millions de morts déjà, autant un projet important, un projet qui va donner du boulot à tout le monde, un projet qui va permettre aux Congolais, aux Rwandais, aux Ougandais, aux Tanzaniens, aux Malawites, aux Mozambicains, aux Zambiens de se retrouver. Donc là, nous sommes ouverts aussi aux organisations régionales comme la CPGL, la CIRGEL, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, il y a également la COMESA, tout ça, nous sommes ouverts, nous allons vers eux pour qu'ils puissent mettre à cœur ces projets, pour les prendre à bras le corps, parce qu'on parle de l'émergence, on est en train de s'imaginer l'émergence de l'Afrique. Mais ces projets peuvent faire de l'Afrique
un continent émergent. Regardez les richesses qu'il y a dans ces coins. Oui. Ce sont des richesses énormes. Hein? Vous parlez, par exemple, du coltan, du colombo, on parle du colombium et du tantalite, alors, qui aujourd'hui est un minerai stratégique qui sert à la fabrication des téléphones cellulaires, des portables, et les alliages permettent également à la fabrication, et c'est très important, très résistant pour la fabrication par exemple des avions et puis même pour des essais aérospatiaux, tout ça. Oui. Donc nous avons des minéraux stratégiques, nous avons des hydrocarbures, nous avons tout dans ces coins et nous avons la forêt équatoriale. Pourquoi alors ces gens avec autant de richesses doivent mourir de faim, doivent se tirer dessus, s'expatrier à l'étranger. S'expatrier à l'étranger. Alors tout ça, nous disons voilà, appliquer un plan Marshall, un plan de type Marshall pour cette région. Ils n'ont pas, disons, ils ne peuvent pas mourir comme ça et continuer. Depuis le 19e siècle, vous voyez que ça fait des siècles, donc c'est des siècles de souffrance, des misères. Donc nous disons non. Arrêtons-nous, ce qui s'est passé, regardons de l'avant. Voilà, c'est une responsabilité. Allez, vous avez fait telle chose, vous le reconnaissez, il y a un mea culpa, et nous construisons la région des Grands Lacs. Voilà. Ça permet aussi une meilleure relation d'égal à égal, une relation qui est encore à ce jour coloniale, puisque, bon, on en discutera dans la prochaine émission, hein, et... je ne dis pas ça parce que les fautes sont partagées. Il y a aussi un problème des mauvaises gouvernances chez nous, mais c'est vrai que l'Europe pèse encore beaucoup sur nous. Oui, voilà. Il y a encore des pesanteurs, c'est-à-dire que nous n'arrivons pas à sortir de ces méandres parce que l'Europe capitaliste n'a pas encore changé aussi ça... voilà sa façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas, disons, rester bras croisés. Nous devons travailler avec ceux qui veulent aller de l'avant. Voilà au moins notre vision des choses et je pense que nous allons y arriver. D'accord. De toute façon, oui, je pense que c'est au bout de 6 millions de morts, il faut que ça change. On ne peut pas continuer. Il faut que ça change. Il faut que ça change la donne. Apparemment, les gens commencent à comprendre mieux, à voir ce qu'il y a. Et c'est tout le monde qui crie de partout qu'on arrête cette histoire. Oui. Et quand on arrête la guerre, on dit après la pluie vient le beau temps. Oui. Les beaux temps, nous sommes en train de les proposer à travers les canaux frontaliers du Rift africain navigable. Voilà, nous pouvons en parler longuement à la prochaine occasion. Oui, voilà, la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Cette fois-ci, on parlera du sujet, un débat qui est présent sur le projet du canal. On va plus approfondir pourquoi cette guerre entre le Rwanda et le Congolais. Comment on peut changer. Bon, vous avez dit un peu qu'avec le canal, il y a beaucoup de solutions pour la paix. Comment on peut mettre surtout ça en place et qu'est-ce qu'on attend aussi de la diaspora noire, congolaise en particulier, parce qu'il faut vraiment que les consciences se réveillent. C'est une alerte rouge, parce que vraiment 6 millions de morts, il y a aussi la classe moyenne, et la pauvreté, la misère. La situation est quand même assez... Voilà, est grave dans la région, je suis pleinement d'accord. Nous allons en discuter. La situation n'est pas bonne sur le terrain. Les gens souffrent, ils meurent de faim, ils meurent dans les déplacements, ils fuient leur village. Voilà. Et donc tout ça, ce n'est pas normal. Ils tombent sur le coup des balles, des bombes. Entre-temps, et ce ne sont pas les populations autochtones qui bénéficient de ça. Non, mais ce sont les étrangers.